Bonjour pour cette 52e vidéo sur la démocratie implicative. Elle est consacrée à l'Afrique. Je traiterai ce sujet en deux parties, car la France a une longue histoire avec l'Afrique. C'est un sujet sensible, car notre influence est battue en brèche par la Chine et la Russie. Pour comprendre mieux la situation actuelle, comme toujours, un retour sur l'histoire est nécessaire. Dans cette première partie, je traiterai le monde romain, la traite des Noirs, la colonisation et la décolonisation. La première donnée à prendre en compte est bien sûr géographique. La partie nord de l'Afrique est constituée d'une large bande fertile. Elle vient buter sur deux obstacles naturels, à l'ouest la chaîne de l'Atlas et à l'est le Sahara. Au sud du Sahara s'étend la plus vaste partie du continent, appelée communément Afrique noire. Cette dénomination aujourd'hui ressentie à juste titre comme péjorative et raciste. Il est plus approprié de parler de l'Afrique subsaharienne. Notre histoire commune commence à l'époque romaine, où nous faisons tous partie de l'Empire romain, dont la Méditerranée et le lac intérieur. À la fin de l'Empire romain, l'adoption de la religion chrétienne finira d'assurer la cohérence de cette civilisation. L'Empire byzantin va perpétuer cet équilibre jusqu'au 7e siècle et l'apparition de l'islam. Le projet politique de l'Empire arabe était de reconstituer cet ensemble territorial autour de la Méditerranée. Cette ambition butera sur les Pyrénées et la bataille de Toulouse en 721. Ensuite, l'Empire ottoman tentera de reconstituer l'espace romain. Il viendra se briser sous les remparts de Vienne. Les échanges économiques et culturels ont toujours été intenses entre les rives de la Méditerranée. La grande fracture entre l'Europe et l'Afrique du Nord sera religieuse, l'une gardant ses racines chrétiennes, l'autre adoptant l'islam. Au sud du Sahara, les rapports de l'Europe et de la France auront une histoire totalement différente. L'Afrique subsaharienne va rester très longtemps une terra incognita. Il faudra attendre le début du XVe siècle avec les navigateurs portugais pour commencer à découvrir les côtes africaines. Sous l'impulsion d'Henri le Navigateur, l'objectif est économique. Il faut trouver une nouvelle route maritime vers l'Asie pour contrôler et rétablir l'accès au marché des épices. Il est maintenant contrôlé par les Ottomans depuis la prise de Constantinople en 1452. L'ouverture de cette route maritime entraîne la création de comptoirs sur toute la côte africaine. Après les Portugais arrivent les Espagnols, les Hollandais, les Anglais et les Français. Dans le même temps, les conquistadors espagnols se taillent un immense empire en Amérique du Sud. L'Angleterre et la France ne sont pas en reste en s'emparant d'immenses territoires en Amérique du Nord. Les populations locales sont décimées par les massacres et surtout les maladies et le travail forcé. Rapidement se pose le problème de la main-d'œuvre pour exploiter les ressources naturelles et les gigantesques domaines agricoles. Va alors se mettre en place un commerce extrêmement lucratif, la traite des Noirs, pour fournir des esclaves au Nouveau Monde. Les 5 grandes puissances vont utiliser leur comptoir africain pour organiser ce commerce. En France, ce sont les ports de Nantes, La Rochelle et Bordeaux qui le prennent en main. Louis XIII l'autorise légalement en 1642. En mars 1685, Louis XIV édicte le Code noir. Il réglemente la vie des esclaves dans les colonies françaises. L'article 44 dénie tout droit juridique aux esclaves. Ils sont définis comme des biens meubles que l'on peut posséder,
vendre ou échanger. Pendant 3 siècles, l'Afrique subsaharienne va connaître une terrible saignée humaine, estimée à 15 millions d'hommes et de femmes. Il faut reconnaître que sur la côte Est, les Arabes se livrent depuis longtemps à ce même commerce. Il durera jusqu'au XXe siècle. 2 îles symbolisent ce désastre humain, Gorée à l'ouest et Zanzibar à l'est. Dernier point qu'il convient de rappeler, ce sont les Africains qui capturent leurs compatriotes pour les acheminer vers les marchands européens et arabes. Il faut attendre le 27 avril 1848 pour que soit promulgué le décret d'abolition de l'esclavage. C'est Victor Schleicher qui sera le grand artisan de ce texte. La société africaine a été profondément déséquilibrée et reste marquée par cette longue période d'esclavagisme. Jusqu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, l'intérieur des terres africaines reste totalement inconnu. Les revenus de la traite des Noirs se tarissant, les Européens vont passer à une autre phase, la colonisation. L'objectif est clairement le pillage des ressources naturelles. Cette nouvelle page de l'histoire de l'Afrique s'ouvre par une grande épopée, celle des explorations. Le plus célèbre de ces aventuriers est David Livingstone. Il est le premier à traverser l'Afrique d'ouest en est. La France ne reste pas inactive grâce à un jeune officier de marine, Pierre Savorgane de Brazza. Il explore une vaste région pour arriver sur le fleuve Congo, où il fonde Brazzaville en 1880. Là, il se heurte à Stanley. En 1884-1885, le puissant chancelier d'Allemagne, Otto von Bismarck, convoque à Berlin une conférence internationale. Elle va édicter les règles et les frontières de la colonisation en Afrique. Les grands gagnants de ce troc continental sont l'Angleterre, la France et Léopold II. Le roi des Belges se voit confirmer à titre privé les droits sur le bassin du Congo. Le Royaume-Uni va s'arroger la partie est de l'Afrique, la France mettant la main sur pratiquement toute la partie ouest. Elle s'est déjà emparée de l'Algérie en 1847 et de la Tunisie en 1881. Elle complétera ce vaste ensemble par la Guinée, le Niger et le Mali. Le Maroc tombe dans son giron avec le traité de Fès en 1912. L'apogée de l'empire colonial français est exhibée au monde lors de l'exposition coloniale de 1931. La décolonisation débute le jour même de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le 8 mai 1945. Le jour de la capitulation de l'Allemagne nazie, la France perpètre les massacres de Sétif, Guelma et Kherrara. Le général de Gaulle ordonne l'intervention de l'armée. Une terrible répression s'abat sur l'ensemble de la préfecture de Constantine. Aux 100 morts chez les Pieds Noirs répondent entre 10 000 et 20 000 des populations autochtones. La décolonisation est engagée et rien ne pourra l'arrêter. Sous l'impulsion de grands leaders comme Léopold Sédar Senghor et Félix Houphouët-Boigny, l'ensemble de l'Afrique subsaharienne obtient son indépendance en douceur en 1960. Il en va de même pour la Tunisie de Bourguiba en 1956. Pour le Maroc, le retour à la liberté est venu l'année précédente, en 1955, après un conflit qui ne dira jamais son nom.
pour l'Algérie, il faudra une véritable guerre longue et meurtrière. Elle s'achève par les accords d'Évian le 18 mars 1962. Le processus de décolonisation aura pris environ 25 ans. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter mon livre En marche vers la démocratie implicative, de préférence chez votre libraire ou sur Internet. Vous trouverez la partie qui traite le sujet de l'Afrique à partir de la page 277. Sur mon site Internet, vous retrouverez beaucoup de documents sur ce sujet et d'autres. Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez voir l'ensemble de mes vidéos qui développent la méthodologie de la démocratie implicative. N'oubliez pas de partager celle-ci et à bientôt.